Bienvenue dans le podcast À cœur et à corps, un podcast à la découverte de notre pouvoir personnel. Bonjour à tous, alors je suis heureuse de vous recevoir dans mon podcast avec une invitée pour la première fois. Je suis très heureuse de vous partager ce format donc d'interview, de discussion, de rencontre en fait. Et j'ai avec moi aujourd'hui Bénédicte, qui est aussi une amie à moi, mais qui a aussi plein de facettes que nous allons découvrir ensemble. Donc Bénédicte de Foix-Méhus, qui a plusieurs casquettes. Elle est permacultrice, je ne sais pas si ça se dit, mais on va dire que ça se dit. Elle est thérapeute en thérapie brève, et puis elle a un parcours assez atypique dans le sens où elle a vécu dans beaucoup de pays différents, que ce soit en Angleterre, au Mexique, en Corée, à Paris, et puis chez nous, en Belgique. Et elle est aussi maman de 5 enfants. Elle est aussi écrivaine. Elle a écrit un roman que j'ai ici, Les murmures de Citlali. C'est au Mexique, c'est ça, hein, pour mettre le contexte. Et je l'ai invitée aujourd'hui parce que elle me touche, parce que nous échangeons beaucoup en privé sur son regard qu'elle porte sur la vie en mettant en lien l'homme et la nature. Et aussi, je vais te laisser bientôt la parole, mais en voyant que la nature en fait est une ressource, une intelligence qui est en transformation et métamorphose perpétuelle, et en fait que cette énergie ou cette intelligence, nous la portons aussi en nous. Et je vais te laisser continuer là-dessus. Et donc j'ai quelques petites questions pour toi. Si d'abord tu peux peut-être, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi la permaculture? Je sais que ça a un peu été à la mode à un moment donné, on en a entendu beaucoup parler, mais si tu pouvais nous ramener les bases et les fondements de la permaculture. Ouais. Alors tout d'abord, enchantée d'être là, de partager ce moment ensemble, tout simple. Alors la permaculture, pour moi, on peut en donner plein de définitions. Je crois que le plus simple, c'est de repartir à celui qui a amené ce mot-là parmi nous. C'est un certain Bill Mollison, aujourd'hui décédé, qui vivait en Tasmanie et qui a créé vraiment... il a mis des principes, lui, et des piliers autour de ce concept. Moi, j'aime bien garder les 3 piliers parce qu'ils sont clairs. C'est plus d'attention à la nature, en premier lieu, ce qui est fou. Après, c'est plus d'attention à l'humain, donc la nature avant l'humain. Et en 3e lieu, le 3e pilier, c'est création d'abondance et partage de cette abondance. Donc, sur base de ces 3 piliers, il va décliner toute une série de principes. Alors, nous, dans nos formations, on n'aime pas trop le mot principe et on dit invitation. C'est vraiment des invitations que la nature nous fait. Et dans ces invitations, on se rend compte en fait qu'il y en a toute une série qui sont complètement adaptables à notre nature, à notre terreau intérieur. Et du coup, en fait, la première invitation, ça va être quelle est mon intention? Quelle est mon intention pour ma vie, mais quelle est mon intention pour mon jardin? Et donc, moi, j'adore quand on donne des formations, c'est donner une double lecture. Les gens peuvent soit recevoir l'information comme comment je conduis mon jardin potager et autres. Il y a des gens qui vont venir, ils n'ont pas de jardin. Ils ont un petit balcon et la permaculture s'y prête aussi. Et j'aime bien donner la deuxième lecture. Alors, soit ça va être vraiment terre à terre, les doigts, les principes de semis, d'association, etc. dans les plantes, mais ça peut aussi avoir une autre lecture qui sera la lecture intérieure. Quelle est l'intention que moi je vais mettre dans mon jardin intérieur, ma vie? Et la deuxième invitation, ça va être l'observation. Et si je fais le lien avec la thérapie brève que je pratique depuis plus de 10 ans, la thérapie brève, en fait, c'est une approche qui est systémique et stratégique comme l'est la nature. Et donc, j'adore faire des liens entre la partie thérapeutique et la partie permaculture. Et dans la permaculture, j'ai envie de dire, c'est aussi une approche, c'est comme une philosophie de vie, en fait. Donc, tu peux très bien
t'en tenir juste aux techniques du jardin, mais aussi te dire qu'il y a une permaculture aussi qui va toucher, par exemple, l'intelligence collective. On va parler de permaculture humaine. Dans les sociétés, comment on va conduire un groupe en intelligence collective. Et on va s'inspirer de la nature. Et là, par exemple, on va prendre le modèle des termites, des fourmis ou des abeilles, qui sont en fait des collectivités qui fonctionnent en intelligence incroyable. On va parler aussi de la permaculture dans les transports. Comment, en fait, on va avoir un transport qui est plus respectueux de l'environnement et qui va consommer moins d'énergie. Et donc, si tu veux donner une définition à la permaculture, il y en a plein, chacun va donner en fonction de ce qu'il aime. Nous, on dit que c'est une approche globale. Donc, essaye de lire ce que je vais te dire au 2e degré par rapport à, par exemple, la lecture de ton système intérieur. Donc, c'est une approche globale qui vise à concevoir des écosystèmes efficaces et productifs en s'inspirant d'une écologie naturelle, mais aussi d'une tradition. Et quand tu prends tous ces éléments-là, en fait, tu as tous ces éléments qui peuvent être lus. Donc, si tu parles, par exemple, d'un système global, pour ta vie intérieure, tu ne vas pas juste voir un problème professionnel ou un problème de couple ou un problème familial ou autre. Tu vas voir que tu es dans un système, toi avec l'autre, toi avec toi-même et autres. Et tu vas chercher à créer un écosystème qui est efficace pour toi, écologique. Tu vas t'inspirer d'une écologie naturelle, ça peut être ton propre fonctionnement, comme quels sont tes points de force, tes points de faiblesse. Et puis aussi, tu vas t'inspirer de la tradition. Il y a des gens avant nous qui sont passés, qui ont eu un enseignement, qui ont transmis des choses. Et en fait, c'est dans cette vision de la transmission qu'on s'est inscrit, nous, parce qu'on s'est dit qu'il y a quelques générations, nos grands-parents avaient un savoir. Naturellement, on savait à quelle époque on semait, on connaissait les cycles, etc. Nos parents nous ont transmis une partie, mais de moins en moins, en fait. Nous, on a récupéré encore un peu moins. Chaque fois, il y a une espèce de filtre qui s'appauvrit. Et en fait, on réalisait aujourd'hui que nos enfants... il y a des enfants qui ne savent même plus ce que c'est un topinambour. On est coupés, en fait. Que c'est un panais. Qui ne savent pas à quelle époque on sème. Et donc, en fait, ils sont complètement dépendants d'un système construit et plus d'un système naturel. Donc, si on les jette dans la nature aujourd'hui, mais combien sommes-nous à pouvoir nous en sortir? Et sans grande prétention, en fait, je pense qu'on peut très vite apprendre juste en se posant et en s'arrêtant et en observant comment fonctionne la nature. Et ça, c'est vraiment ce qu'on... Voilà. Je ne sais pas si j'ai un peu... j'ai des frissons, ça me touche parce que c'est vrai qu'on est sur une planète Terre et on est complètement dépendant d'un système, donc de nos magasins, de comment fonctionne un petit peu cette économie. Et c'est vrai que si on nous met dans la forêt, on ne sait pas où trouver de l'eau, on ne sait pas comment faire un feu, on ne sait pas ce qu'on peut manger et pas manger, quels sont les champignons, quelles sont les plantes... On ne va même plus cueillir. J'ai déjà entendu même qu'aux États-Unis, les enfants ne savent même pas d'où viennent les fruits. Nous, on a encore, heureusement, des fruits parfois dans nos jardins, des arbres fruitiers. Mais c'est vrai qu'il y en a qui pensent que les pommes, c'est coupé dans des trucs en plastique. Mais c'est vrai que c'est effrayant et ça montre à quel point on s'est perdu un petit peu, l'humain. Complètement. Donc ça me touche et puis ça me renvoie à moi-même aussi. Quel est le lien que j'ai avec la nature donc merci et c'est inspirant et puis je pense que c'est un rappel en fait qu'on peut se faire tous les jours et cultiver l'observation mais aussi l'émerveillement. Je pense que c'est ça qui va nous remettre en lien et j'aime beaucoup l'idée d'imaginer qu'il ne faut pas voyager loin. Oui. On peut voyager sur son balcon à partir du moment où il y a un peu de terre, de vie. Oui, et les insectes et observer. C'est vrai que moi, j'ai mon fils dans une école Waldorf et
en saison d'automne, on doit amener des offrandes, enfin, on doit cueillir avec notre enfant. Et tout d'un coup, tu sais, ça me met à qu'est-ce que je vais cueillir? J'ai pas d'arbre dans mon jardin, où je vais aller? Et donc, dans le jardin de mes grands-parents, il y avait un noyer. Oui. Et on a cueilli ces noisettes. Et j'ai pris un plaisir de fou à ramasser chaque petite noisette. Et il y en avait plein. Un noisetier, alors? Ah bah oui, c'est ça que je me disais, c'est pas un noyer, c'est les noix. Ah bah oui. Et un noisetier, et il y avait, oui, c'était un noisetier, des toutes petites noisettes, tu vois, la preuve où on en est. Et j'étais là, mais ça, c'est quand même la base. Oui. La base. Oui, et la vie nous offre, et l'abondance. Exactement. On va acheter des noix et des noisettes à je sais pas combien, alors qu'on en a dans le jardin et qu'on ne prend même pas la peine de les cueillir. En fait, c'est l'aberration du système aujourd'hui. Nous, on se rend compte qu'il y a un épinard sauvage qui pousse un peu partout et que tout le monde considère comme une mauvaise herbe. Et c'est le kénopode. C'est un peu l'ancêtre de l'épinard. Et en fait, pour te donner une image de l'aberration, les gens, sous couvert il faut contrôler. C'est un peu le modus operandi de la société aujourd'hui. Alors, on va arracher les mauvaises herbes, donc le kénopode, sauf que l'après-midi, on va aller acheter des épinards pesticidés dans du plastique et qu'on va payer bien cher. Et je me dis, mais c'est complètement fou. Ah oui, mais c'est complètement fou. Et du coup, en fait, c'est vraiment ce qui nous a motivés, nous, dans notre changement de vie à un moment donné, c'est de se dire, il y a une urgence, en fait. Il y a un truc qui ne va pas. Et comment, à notre mesure, on va pouvoir changer ça. Et donc, on a opéré un 180 degrés en termes de ça vient sur ma deuxième question. Comment tu as découvert ça, ou même si j'entends qu'il y a quelque part, tu as toujours été un peu baigné dedans par ta famille et dans les traditions, justement. Mais comment il y a eu c'est quoi le déclic? C'est quoi qui t'a fait rentrer encore plus dans le vif du sujet et qui t'amène aussi maintenant à vivre dans un jardin où tu crées... Alors, je pense qu'effectivement, j'ai des grands-parents qui étaient agriculteurs, qui l'ont été par la force des choses pour nourrir leurs 8 enfants après la guerre. Mon grand-père il avait une scierie et puis comme il avait été résistant, on lui avait tout brûlé. Donc il s'est dit mais qu'est-ce que je fais? Et en fait je retourne à la terre parce que c'est là que je vais pouvoir nourrir mes enfants. Et donc ils ont toujours eu cette tradition-là. On a toujours eu des potagers dans tous les pays où on avait été. Jusqu'à Paris, sur notre balcon, on avait une abondance de légumes qui dégoulinaient de notre balcon. Les gens, ça les intriguait parce qu'évidemment c'était pas dans le cadre. En fait, je pense qu'en arrivant au Mexique, on a découvert une culture extraordinaire où on jette une graine, on continue son chemin et puis on se retourne, ça pousse. Les conditions, c'est tellement extraordinaire là-bas que même les gens qui n'ont rien ont tout. C'est-à-dire, à partir du moment où ils vivent dans des petites maisons toutes humbles et tout, et ben finalement, il y avait la nature qui les embrassait en permanence. Et ça, j'ai jamais vu, les petites plantes qu'on a en pot ici chez nous, elles sont en arbre là-bas, les fleurs de Noël, là, les Noche Buenas qu'on voit maintenant, qu'on vend dans notre jardin, c'était des arbres entiers. Et je voyais le petit yucca, mais c'était... je me disais, mais waouh, toutes les plantes en pot sont en abondance partout. Et ça, là, tu ne peux pas faire l'économie de l'observation de la nature est abondante. Déjà, ça, je trouvais ça fou. Et puis, on a commencé une démarche. La littérature, c'était difficile d'avoir accès à des bouquins à l'époque au Mexique. Donc, on a commencé à écouter des podcasts. Voilà. C'était pas visuel, c'était audio. Et il y avait des chaînes comme ça qui étaient... Il y en a une en particulier, je me souviens, elle a disparu aujourd'hui parce que voilà, il y a d'autres moyens qui ont émergé, mais ça s'appelait plusconscient.net. Et ça touchait plein de thématiques, l'écologie, etc., l'économie durable. Et en fait, on a découvert, on a commencé à lire Pierre Rabhi, qui est un maître de l'agroécologie décédé aujourd'hui, qui a été vraiment notre maître à penser. Et on l'a écouté, on l'a lu. Après notre parcours, donc on est passé du Mexique directement en Corée, puis après à Paris. On a eu la chance de le rencontrer.
Et là, en fait, on s'est vraiment rendu compte, parce que mon mari travaillait pour une société multinationale, et donc ce qui nous a fait voyager, voir beaucoup de choses, et on est très reconnaissants, mais c'était quand même un style de vie peu durable, rien que pour les trajets. Oui, et puis travailler pour même si c'est une chouette société, ça reste quand même une grosse machinerie. Et là, en fait, on s'est rendu compte qu'on vivait dans un système économique avec lequel on n'était plus en résonance. Et le contact avec Pierre Rabhi nous a vraiment ouvert les yeux sur quelque chose de différent, et en disant un autre est possible, une autre manière de vivre est possible. Et lui, il l'appelait, il a écrit sur la sobriété heureuse. Et nous, on aime bien rajouter sobriété heureuse et conviviale. Parce que souvent, quand on dit sobriété, ça fait peur aux gens en disant ils vont se priver de tout. Et en fait, c'est heureux parce qu'on revient à des fondamentaux. Et donc, on a mûri ce changement. Et je pense qu'il y a des cycles, tout comme dans la nature. Il ne faut pas imaginer qu'on change du jour au lendemain. Il y a des choses qui se construisent au fur et à mesure. Et puis tout à coup, boum, on sent que le fruit est mûr. Ça vient. Et donc, ce changement s'est fait. Vraiment dans l'idée de vivre en harmonie avec ce qui nous semblait juste pour nous, sans aucun jugement pour tous les autres, puisque nous avons été tous les autres aussi. On a beaucoup voyagé en avion, on a beaucoup profité entre guillemets d'un système qui nous portait et qu'on pensait être le seul et l'unique. Et puis finalement on s'est rendu compte que non. Et donc voilà, on a évolué, et à un moment donné, quand le fruit est mûr, on s'est dit mais qu'est-ce qu'on fait? Et à l'image du colibri qui va apporter sa petite goutte, ben nous, en fait, on va juste arrêter. Déjà arrêter de nourrir le système. Et puis, on a imaginé créer un petit centre de transmission de savoir, mais vraiment humble, parce que quand je donnais la définition de la permaculture, c'était vraiment une vision globale, mais sur un lieu de vie. Et donc, on a choisi notre lieu de vie. Une des invitations de la permaculture, c'est de faire avec ce qu'on a. Et ce qu'on avait, c'était une petite, avant de partir faire notre périple, on avait une petite fermette dans le Brabant wallon qu'on avait rénovée pendant 7 ans à la sueur de notre front. Et on est revenu et on a continué cette rénovation. Et on a repris, voilà. Et on a redessiné tout le jardin à la manière du design de permaculture. C'est-à-dire en invitant tout le monde. La nature, les oiseaux, en remettant plein de nichoirs, en faisant des structures, créant des zones humides pour que la vie revienne. Et c'est extrêmement touchant, parce que c'était comme un désert, il y avait quelques vieux arbres, et puis on a remis la vie, et maintenant, en fait, on crée une abondance qui ressemble au Mexique. La nature, même en hiver, on pourrait y aller, là, aujourd'hui. Il y a une abondance de vie, d'oiseaux et de tout, des hérissons, des grenouilles, voilà. Et ça, c'est très chouette de se dire, en fait, où qu'on soit, même sur un petit balcon, même en appartement, sur son appui de fenêtre, on peut recréer la vie avec 3 pots de fleurs, quelques légumes et en fait, ce qui manque aux gens, je pense, c'est, comme disaient les Canadiens, c'est tomber en amour. Et on peut tomber en amour que de ce qu'on connaît. Et ce qu'on connaît, il faut aller à la rencontre. D'où le souci de transmettre du savoir. Tu vois, ton petit, il a été ramasser ses noisettes ou ses noix. Déjà, il les a observées, il va s'émerveiller. Tu ouvres une noix, ça ressemble à un petit cerveau, c'est magnifique. Enfin, moi, je reste émerveillée. Oui, en arrêt sur image, sur un insecte, et en fait, sa vie, c'est ça qui va nous remettre chaque fois en accord avec la nature. Puis parfois, il ne faut même pas faire plus que ça. Aujourd'hui, on a découvert, elle est là depuis toujours, mais il y a une bactérie dans la terre qui procure plus de bien-être qu'une marche rapide. Elle donne de la sérotonine, rien qu'en étant en contact. C'est pour ça que les gens souvent ils disent mais moi quand je gratouille dans la terre, quand je vais mieux. Je me sens super bien. Et en fait, c'est bien, il y a des scientifiques
qui prouve tout ça, si tant est qu'on en ait besoin, parce que personnellement, j'ai pas besoin d'avoir une grande étude scientifique pour me rendre compte qu'on est bien dans la forêt, qu'on est bien à cultiver, que c'est juste de planter un arbre et voilà. Donc je pense que c'est recréer l'enthousiasme en fait qu'il faut faire et la vie en fait, elle vient à nous dès qu'on lui met les conditions. Donc c'est oui, je pense que c'est ce qu'il y a de plus basique. Ça paraît un peu simpliste comme ça. Et en fait, c'est notre environnement naturel à l'homme. Oui. Parce que tout le reste, c'est quelque chose de construit. C'est comme, ça me fait penser à notre amie qui avait dit, qui était partie 15 jours en Islande, là. Oui, c'était en Islande qu'elle est partie, Maya. Je sais plus. En tout cas, en Irlande. Oui, j'oublie tout. Oui. En tout cas, c'était dans le nord. Et elle avait dit que... En Écosse, je sais plus. En Écosse, pas par là. Pas, oui. En tout cas, elle était déconnectée de tout. Et je me rappelle qu'elle a dit, mais en fait, quand on est proche de la nature, on ne cherche plus le sens de la vie. Il est là. Il est là. Il est là. Et ça m'avait fort touchée. C'est vrai, parce que chaque fois que j'ai fait des grands voyages et que je suis en montagne, en forêt, en pleine mer, même dans le désert, on n'est plus en train de se poser des questions complètement farfelues sur notre sens de la vie. En fait, c'est ça notre environnement. Et puis quand on se met au service de la vie... Il est là à côté. Oui. Parce que là, on a eu la chance, toutes les deux, de voyager pas mal. Oui. Mais pour les gens qui n'ont pas cette opportunité, en fait, on voyage dans son jardin, on voyage dans un parc, on voyage dans un... Oui, on voyage dans un pot de fleurs, quoi. Je veux dire... et ça, c'est quelque chose qu'on oublie, surtout aujourd'hui, où virtuellement, on aime bien imaginer qu'on peut tout faire derrière un écran. Effectivement, on est derrière des caméras et des écrans, mais avec une intention qui est de transmettre. Et donc on revient à la première invitation. C'est quoi notre intention en fait? C'est quoi l'intention pour demain? C'est quoi l'intention pour notre vie, pour nous, pour nos enfants et pour le monde? Pour le monde, exactement. Et dans d'autres invitations de la permaculture, il y en a une qui est couvrir la terre. Donc l'idée, c'est d'imiter le plus possible la nature. Et la version parfaite de la nature, c'est quoi? Dans nos régions, c'est la forêt. Tu laisses tranquille un terrain aujourd'hui, quel qu'il soit, en 10 ans, il file vers la forêt. Et comment il va filer vers la forêt? Et c'est ça qui est intéressant et qui est passionnant, c'est qu'en fait, tu as d'abord les mauvaises herbes qui vont sortir. Oui. Et que nous, on n'appelle plus les mauvaises herbes, on les appelle les adventices. En latin, ça veut dire advenir, et c'est les premières qui arrivent. Donc ces herbes arrivent, elles meurent, et elles préparent le terreau pour les herbacées plus grandes, qui meurent, qui préparent le terreau pour les arbustes, qui meurent, qui préparent le terreau pour les arbres pollinisateurs, qui sont les noisetiers, les bouleaux, les saules, etc., ceux qui vont très très vite, qui eux vont mourir, et quand ils meurent, ils tombent sur le sol. Je veux dire, il n'y a pas quelqu'un qui va passer et qui va dire « Ah, je vais préparer la terre pour la culture suivante, je vais labourer. » Donc on ne laboure pas. Ça tombe. Et puis après, ils vont donner une naissance à l'humus parfait pour les arbres respectables qui sont les noyers, les hêtres, les chênes et tout. Wow. Et en fait, quand tu vois cette logique-là, c'est sûr que ça se fait sur des millions d'années. Ou des milliers d'années. Et donc nous, on a une petite vie, toute petite comme ça. Et donc on veut aller très vite. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on va labourer, et l'après-guerre a fait ça. On a labouré pour produire beaucoup, beaucoup de nourriture, pour aller très, très vite, parce que les gens mouraient de faim après la guerre, etc. Donc on a utilisé beaucoup d'intrants, beaucoup de ceci. Sauf qu'on a été tellement loin dans le processus qu'en fait, on a tué les terres. Donc on a déboisé, enlevé les haies pour faire des grands champs, enfin on connaît le principe, voilà. Donc en fait, les gens pourraient dire, voilà, c'est foutu. Et j'ai envie de dire, non, replanter déjà un arbre. Je connais quelqu'un qui passe sa vie à manger des fruits à noyaux, les mettre dans sa poche, et quand il part en promenade, c'est... Il lance les noyaux? Oui. Ouais, j'aime déjà bien l'idée de ne pas les jeter à la poubelle et de leur donner... C'est un potentiel de vie, voilà, de permettre ça. Et donc, du coup, en fait, c'est qu'est-ce que, à ma mesure, moi, je peux faire? Et j'adore cette question de se dire, quand je fais quelque chose à ma mesure, je me mets en joie. Et donc, les choses sont très simples. Du coup, c'est du noyau à planter.
Mais aussi, tout simplement, les enfants le font naturellement, hein, sauver un petit insecte, leur mettre à la nature ou des choses comme ça. Mais c'est en fait se mettre en lien Ouais. et en amour avec ce qui nous entoure. Et ça nous le rend bien. Ouais. Et tellement bien que là, il n'y a pas longtemps, j'ai réécouté, je ne sais pas si tu vois, c'est Jean Toby, T-H-O-B-Y, je retiens toujours. Ouais. Jean Toby, qui est un gars qui a repris des études et tout d'autres scientifiques, mais il a un lieu dans le sud de la France. Il se dit, au départ, il était pépiniériste, maintenant il est musiniériste. Et il met des électrodes sur les feuilles et aux racines des arbres. Et le champ électrique produit une vibration qu'il met sur des harmoniques. Du coup, on entend chanter les plantes. Donc, il y a une musique qu'on ne pourrait pas entendre si on ne mettait pas cette vibration sur ces harmoniques. Et il fait des concerts. Et alors, il dit que, de mémoire, parce que peut-être que je me trompe, mais pour avoir une symphonie de Mozart, il faut mettre un chêne, un géranium et une fougère ensemble. Et on a une forme de symphonie de Mozart, quoi. Et en fait, quand on marche dans la forêt, on n'entend pas ça. Mais pourtant, ça existe. C'est comme le vent, on ne le voit pas, mais il est là. Et alors, oui, ce qu'il dit, c'est que dans sa pépinière, il a raccordé toutes ces électrodes à des ordinateurs. Et alors, il peut voir la variation et la réaction des arbres quand les humains arrivent. Et donc, je pense qu'il pose des questions aux gens, mais il peut identifier aujourd'hui si, par exemple, quelqu'un a une sensibilité de musicien. La plante va réagir d'une certaine manière. Mais elle va aussi réagir particulièrement si la personne est dans un état de santé ou autre. Et donc, en fait, on en vient à déduire que probablement, ces bains de forêt que les Japonais adorent, qui font du bien, c'est parce que les arbres viennent nous soigner, sans même qu'on leur demande, sans même qu'on fasse rien. Et donc, imagine, tu as un jardin où tu n'as rien dedans. En fait, tu te prives du soin gratuit de plein de plantes. Et donc, si ça marche pour les arbres, j'imagine que pour n'importe quelle plante. Et ça montre vraiment à quel point on est tous connectés, liés, qu'on le veuille ou non. Et en résonance. Ouais. Et en résonance. Et donc, j'arrête pas de dire dans mes formations aux gens, mais plantez un maximum de choses, parce que la biodiversité, qui est une des richesses et un des atouts de la résilience, parce que c'est grâce à la biodiversité qu'on va chaque fois s'auto-sauver, parce qu'on apporte ce qui manque à l'autre, et c'est vrai au niveau humain que dans notre jardin. Plus vous allez planter, plus vous allez vous offrir des chances d'être aidé par la nature et d'être soigné. Mais sans même rien demander. Et ça, ils sont parvenus à le faire parce que lui qui est habitué de son jardin, en fait, il y a une réaction systématiquement toujours la même quand lui rentre. Ah, wow. Donc les arbres le reconnaissent. C'est fou. Et j'adore que c'est là, parce que je m'imagine Salut, que c'est moi les amis. Quand je vais dans mon jardin, que ce soit justement le sureau, le pommier, le poirier, le noisetier, ils disent « Ah, baignez là !» Alors c'est sûr qu'ils ne se le disent pas avec cette forme d'intelligence. Bien sûr. Mais oui. Mais il y a une reconnaissance, une vibration de ton être à toi qui lui est mobile et c'est vrai pour tout, pour tous les animaux. Ah oui. On a accueilli des pigeons pans. Ils sont blancs avec une queue comme ça qui fait comme un pan. C'est très beau. Une dame m'a appelé un jour en me disant que son pigeonnier allait être détruit, qu'il fallait dans l'urgence. Elle avait 25 pigeons. J'ai dit « Oh là, 25 non !» Mais en quelques jours, on a construit un joli petit pigeonnier, on a pris 2 couples. Et du coup, on est allé lire. C'est ça la curiosité, il faut aller lire, se renseigner. Et en fait, les pigeons reconnaissent. Ah, ils ont été utilisés d'abord dans toute l'histoire de l'homme, pigeons voyageurs. Mais aussi, ils ont été mis dans des ogives pour tapoter sur des écrans aussi, parce qu'on peut les éduquer. Ah ouais. Ils ont transporté des médicaments pendant la guerre et tout. Et alors, on a fait des études avec des personnes qui nourrissaient des pigeons et qui étaient aimables. Et d'autres qui les nourrissaient, mais ils leur jetaient un coup de pied de temps en temps, etc. Et après, ils ont inversé les vêtements des gens. Donc, pour tromper l'animal. Oui. Et bien, en fait, ils reconnaissaient le visage. Donc, ils savaient. Ils allaient malgré les vêtements de la personne qui était maltraitante. Voilà. Et donc, c'est incroyable parce que je sais aussi que quand je vais les nourrir au jardin,
mais ils viennent, etc. et tout, alors que quelqu'un d'autre qui ne connaissent pas, ils vont se méfier. Donc il y a cette relation, j'ai envie de dire, avec le bec pigeon que tout le monde déteste en ville. Mais on peut créer ce lien, pas juste avec son chien, son chat, qui évidemment c'est très fort, mais avec tout. Donc on passe du végétal à l'animal. À l'animal, et puis l'humain, évidemment, mais c'est sûr que... Et évidemment l'humain. Ben oui. Mais apprenons déjà, parfois l'humain c'est plus compliqué, parce qu'il y a une réponse, il y a un retour. L'animal, il va être... oui, et puis c'est la même chose que nous. On est de la même... mémoire. Miroir, ouais. Alors que l'arbre, on peut encore se dire que on est un petit peu différent, même si je pense qu'il y a quelque chose de similaire et qu'on peut apprendre. Mais et oui, et donc ça vient vraiment, c'est comme je voulais te poser la question de comment tu fais le lien entre nous les hommes et la nature et comment on peut s'en inspirer. Mais déjà, ce que tu as donné comme exemple de sur un terrain, par exemple ici en Belgique, ça va être d'abord les mauvaises herbes et puis les arbustes et puis les adventistes. Les adventistes. Je vais le noter. Mais oui. Mais moi, je trouve ça passionnant. Moi, j'ignorais tout ça déjà. Merci pour ça, parce que ça prend tellement son sens. Et puis, tu peux tellement le relier à notre évolution à nous. En tant qu'homme, on crée un sorte de... Tu sais, on crée un projet. D'abord, on apprend à marcher, à parler. Ça nous permet d'apprendre des nouvelles connaissances. Puis, ces nouvelles connaissances nous permettent de créer quelque chose. Et puis, c'est quelque chose nous permet... Et chaque fois, c'est parce qu'on a des fondements et qu'on a préparé le terreau qu'on peut et passer ton expérience, et l'expérience, ton feedback de ton expérience va te permettre chaque fois, exactement. Et donc c'est comme si on franchit des paliers. J'aime pas parler de niveau parce que c'est pas le but de grimper, mais quand même, il y a quand même un chemin d'être dans le devenir. L'humain, s'il n'est pas chaque fois en train de devenir, on s'éteint, on s'ennuie, on perd l'émerveillement, on perd le sens. Et c'est pour ça que moi, ça m'habite tellement... l'intention, la quête, on peut dire le développement personnel, et que je suis tout le temps là-dedans parce que moi j'ai comme ça un truc qui me pousse au derrière d'avancer, de comprendre. Et quand je vois comment fonctionne la nature, j'ai beaucoup plus observé, par exemple, dans les saisons. Tu vois, ça m'aide vraiment quand j'observe les saisons, de me dire, ok, moi aussi je traverse des saisons, comme il y a nos cycles de nous les femmes, mais ça m'a permis, quand j'ai commencé à observer la nature, qui est venue très tard, j'avoue que moi, c'était pas... ça m'a apaisée, en fait. Je me suis reconnue. Oui. Je me suis reconnue dans une sorte de cycle, de forme, et ça permet de calmer tous nos maux. Oui, parce que en fait, la nature, c'est ça aussi, c'est de se dire, c'est un maître d'enseignement. Il y a une intelligence permanente dans tout. Et il y a aussi un truc en permaculture, on parle beaucoup, ton terrain, avant d'y toucher, tu vas l'observer. Qu'est-ce qu'il y a déjà dans ta vie avant de commencer à faire des grands chamboulements? Observe ta vie. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi tes points de force, tes points de faiblesse, etc. Donc un terrain, on va inviter les gens à dire voyez l'ensoleillement, etc. Et tout. Et puis tout à coup, moi j'ai remarqué qu'il y a plein, j'invente plein de chardons sur mon terrain. Et les chardons, c'est mauvais. Et les fermiers ils n'aiment pas ça, il faut enlever et tout. Mais. Et la question, c'est qui le chardon? C'est qui le chardon? C'est qui toi? Et donc, il y a sans doute quelque chose de bon quand même. Mais évidemment, puisque tout a un sens. La nature, elle fait pas. J'adore. Elle va pas dépenser son énergie pour rien. Et donc en fait, si on se renseigne un peu, le chardon, c'est une plante hyper intéressante parce que elle a une racine qui permet d'aller très profondément rechercher le phosphore. Et donc, c'est son rôle, une de ses fonctions. Donc, elle va aller chercher le phosphore et elle va la ramener à la surface. Ça veut dire que s'il y a beaucoup de chardon à un endroit, c'est que c'est un terrain qui manque de phosphore. Puisque il y a la plante, elle apparaît et c'est son rôle. Et donc, les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont arracher le chardon. Parce qu'on arrache. Oui, bien sûr. On ne va pas couper, on va arracher. Donc, une fois qu'on arrache, en fait, on prive le sol de se soigner. Et donc, la plante... on va dire qu'elle est d'abord bio-indicatrice si on a plus de 10 sur 1 mètre carré. Si on a moins, c'est juste une plante qui est là, elle joue son petit rôle, elle protège les autres, voilà. Mais si on a plus que 10, elle est bio-indicatrice. Donc elle est significative.
Et quand on dit qu'elle est bio-indicatrice, en fait, ce qui est génial, et moi j'adore, je me régale de ces choses-là parce que je vois ça dans mes thérapies et je vois ça dans nos vies, ça veut dire qu'elle est à la fois le symptôme d'un problème, mais elle est le médicament. Elle est la solution. Voilà. Mais oui, mais c'est comme nous. J'adore. C'est génial. Ah, et c'est délicieux parce que tu te dis, si je la laisse, c'est désagréable, mais peut-être que je peux la laisser d'une certaine manière. Et donc, par exemple, le chardon, techniquement, on va dire aux gens, laissez-le monter en fleurs. D'abord, c'est magnifique comme fleur. Et avant que ça monte en graines, on va couper. On ne va pas arracher. Parce que quand on coupe à la base, en fait, les racines continuent à faire leur travail. Et puis, en plus, on ne remue pas le sol, on ne laboure pas, on laisse tranquille. Il faut se souvenir. Permaculture, c'est culture du permanent. On laisse tranquille. Donc, on laisse faire les vers de terre. Donc, on laisse faire la pédofaune. Il y a un système hyper intelligent là en dessous. Hein. Il ne faut pas aller le déranger, le remuer. Et donc, en fait, si on fait la deuxième lecture pour notre vie, on a des événements bio-indicateurs dans notre vie. Il y a des choses récurrentes qui se passent, qui reviennent et qui reviennent. Et si on les observe, on se dit, mais en fait, ça indique quoi? C'est bio-indicateur. Donc, ça indique quelque chose sur notre vie. Et donc, on va observer. Et comment est-ce qu'on peut juste couper sans arracher, puisqu'on ne va pas aller enlever un truc qui s'est passé. On ne sait pas l'enlever. Donc, on va juste couper un lien, ou couper quelque chose, ou changer un système. Et donc, voilà. Et en fait, la permaculture et la thérapie, bref, ça rejoint vraiment complètement dans leur principe de fonctionnement. Et je trouve ça très beau parce que c'est respectueux. Ça permet aux gens de s'observer, d'étudier leur système. On leur donne des outils. Et en fait, ces outils-là, c'est à eux à les faire fonctionner. C'est comme notre jardin. C'est pas le voisin qui va venir faire notre jardin. Non. Enfin, parfois, on sous-traite. Oui, hein, on pourrait. Mais c'est jamais comme on aime. Et c'est toujours... et ça coûte très cher, en plus, de faire venir un jardinier en permanence. C'est bien de temps en temps pour une bonne taille, ou un conseil, ou des choses comme ça. Mais c'est vrai que c'est quand même mieux de retrouver sa souveraineté et de faire les choses... Comme on va voir un coach, un thérapeute, mais après, on continue... Et c'est pas, on ne crée pas une dépendance. Non, exactement. Voilà, on prend l'autonomie et la responsabilité. On va acquérir des outils. Oui. Et on va les... découvrir un autre regard. Comme on peut demander à un jardinier de nous donner son expertise. Voilà, et son savoir. C'est beau. Voilà, Donc... Oui, c'est très enthousiasmant. Oui, et puis ça fait tellement écho. Moi, j'étudie, tu sais bien, la biographie karmique. Je ne vais pas me lancer sur ce sujet, mais je découvre mes doubles, donc mes chardons. J'aime bien faire le lien avec ça. Et au début, c'était berk, quoi. C'est horrible. C'est une partie de moi qui, en fait, qui est comme une mauvaise herbe. J'étais là, mais j'aime pas ce truc-là. Et puis, à force de la regarder, de l'observer. Tu sais, de toute façon, je sais même pas la couper, je sais même pas par où l'arracher, moi, parce que c'est même pas aussi simple. Et surtout qu'on n'arrache plus. Non, et puis qu'on n'arrache plus. Et puis, et en fait, j'ai commencé à comprendre. Mais grâce à ça, j'ai su faire ça. J'ai su faire ça. Exact. J'ai su faire ça. Et c'est devenu une force. Et donc, c'est ça que j'adore avec ce que tu nous partages. Là, c'est le lien qu'on peut faire avec nous. Et puis, comme toutes les réponses sont autour de nous, parce que après, je me doute bien que tu as été toi-même... chez des maîtres, et qu'il y a Pierre Rabhi, et puis comme tu dis, ça se transmet, mais puis il y a les livres, mais voilà, il y a aussi nous et l'observation. Parce que je pense que plus on passe du temps dans la nature, plus on reçoit aussi comme une sorte d'information. Nous, on a dans notre fonctionnement avec Denis, mon ami, mon complice, mon mari, mon compagnon, et on donne les formations ensemble, donc on a chacun un peu notre spécificité, mais on a un jeu entre nous, c'est quoi la question du jour? Donc en fait, on se laisse intriguer par exemple, moi je vais revenir et je vais dire j'ai vu un petit coléoptère, mais je sais pas, il est merveilleux, mais je sais pas du tout d'où il sort et tout, donc j'ai pris une photo, donc on cherche, ça c'est la question du jour. Ou bien, tiens, c'est bizarre, à cette époque-ci, j'avais jamais remarqué que c'était déjà en bourgeon, pas encore en bourgeon, où il y a ceci, où il y a cette fleur. Tiens, il y a une nouvelle amie dans le jardin. C'est quoi cette fleur? C'est quoi cette plante? Et donc, en fait, c'est se poser des questions, mais se mettre en recherche. En recherche. Oui. Mais c'est ça qui nous met en mouvement, parce qu'on c'est ça, en fait. Et du coup, c'est un savoir qu'on se partage, qu'on va enrichir, qu'on va transmettre. Et qui n'est jamais acquis.
Non, enfin, c'est à l'infini. C'est à l'infini, parce que bon, comment on peut dire je détiens toute la connaissance du monde, c'est pas possible. Il y a tellement d'espèces, de plantes et d'humains. C'est effrayant, c'est vertigineux. Oui, parce que c'est comme presque, enfin je sais pas, mais chaque être humain qui vient sur Terre est unique. Chaque plante est unique par son environnement, par sa forme, même s'il y a des choses semblables. Donc c'est incroyable, quoi. Et en fait, c'est sous nos pieds. C'est ça aussi. C'est à portée. Et se dire que quand on commence, je veux dire, cette longue tombée en amour avec la nature, il y a une autre invitation de la permaculture qui dit une action, plusieurs fonctions pour une solution. Donc, quand je vais marcher, je vais me faire du bien. Une action, je vais marcher. Il y a plusieurs fonctions. Je vais me faire du bien physiquement, je vais sans doute peut-être faire des rencontres végétales ou animales. Et ce temps-là, en fait, je vais l'offrir, par exemple, pour me réfléchir ou trouver. Donc, en faisant une chose, je fais. Mais pour me faire du bien, je n'ai pas que les promenades. Je peux donc plusieurs actions pour une solution. Et donc, c'est ça qui est génial, c'est de se dire, en découvrant la nature, je vais me faire du bien. Je vais en prendre soin parce que je vais la découvrir. Je vais acquérir du savoir, je vais le transmettre aux autres. Je vais devenir de plus en plus autonome parce que c'est ça aussi un peu l'idée, c'est de connaître pour cultiver, cultiver pour se nourrir pour produire pour faire de l'abondance pour partager pour se mettre en lien. Et hop, on remet du mouvement et de la vie. Et donc, c'est ça aussi, c'est de se dire que tout ça, en fait, qu'on le veuille ou pas, se met en lien et en connexion. Et alors, c'est comme moi, dans ce grand jeu de la vie, je vais aller mettre ma petite goutte ou mon petit savoir ou ma petite joie. Voilà. Ça... Avec des outils à découvrir quand même. Parce que je pense qu'on les a perdus. Ah oui, clairement. Donc, oui, pour moi, ça c'est quelque chose que je porte, c'est cette quête pour notre développement humain. Moi, je suis très branchée humain. C'est vraiment d'être tout le temps en apprentissage, en fait, en quête. Comment tu peux dire ça y est, je suis finie, je sais tout. En fait, non, une porte ouvre une autre et c'est ça aussi qui nous rend souverains. C'est ça qui nous, parce que plus on commence à comprendre qui je suis, quel est mon environnement, j'accueille, je transforme, j'observe. C'est comme ça que je me développe et je peux prendre soin. Donc je ne sais même pas prendre soin de qui je suis, je comprends même pas comment je fonctionne, je comprends même pas mon système. Que je suis juste, je peux même être dangereux pour les autres parce que voilà, c'est sans fin. Et du coup, un des éléments dont on n'a pas beaucoup parlé non plus, mais c'est en permaculture, on parle beaucoup de compagnonnage. Les gens vont dire oui, la permaculture, c'est associer les plantes et les fleurs. Et c'est ça. C'est créer du compagnonnage. Parce que souvent, les gens disent oui, mais quand même, la compétition, on la critique dans notre société. Mais dans la nature, il y a beaucoup de compétition. Quand on voit la loi de la nature, les animaux, etc. Et tout. Et c'est vrai qu'il y a une forme. Parfois, ça peut être aussi violent quand un lion attaque une gazelle, sais-je. Il y a aussi cette espèce de loi. Mais ce qu'on oublie, en fait, la coopération est beaucoup plus importante dans la nature. Mais il n'y a que compétition que quand il y a abondance dans la nature. Et ça, aujourd'hui, en fait, on a inversé. Aujourd'hui, il y a plus d'abondance au niveau du partage des ressources. Sur la Terre. Et tout le monde n'a pas accès à tout. Donc, en fait, la compétition, elle devrait être mise complètement de côté pour le moment parce qu'on n'est plus dans ce cas de figure. On est dans un cas de figure maintenant de coopération. Et à tous les niveaux. Et ça, on le vit pas aujourd'hui. Donc, c'est aussi un rappel de la nature. Tout à fait. Et donc, oui, je pense que vraiment, si on revient... Souvent, les gens disent permaculture, oui, ça c'est pour les gens qui ont envie. Enfin, parfois c'est un peu bobo et tout ça, et puis c'est jardin. En fait, c'est pas que ça. C'est beaucoup plus ample que ça. Et donc, ça devient la culture du permanent. Mais comment moi aussi je peux vivre de manière permanente, durable,
écologique, mais dans mes liens, oui, qu'ils soient familiaux, professionnels, sociétaux. Donc vraiment, c'est intéressant. Ben merci, et je voulais, à chaque fois tu embrayes sur ma question, donc c'est très bien, je n'ai plus besoin de les poser, tu devines. L'adventiste qui prépare. Oui, c'est ça. Ben ce serait, oui, voilà, quel est le message maintenant qu'on a cette plateforme que tu aimerais peut-être laisser ou partager aux auditeurs en lien à ce terreau ou cette permaculture où tu utiliseras les mots qui te... Moi, il y a 2 mots que j'adore, que je trouve qu'il ne faudrait jamais arrêter de les cultiver, c'est l'émerveillement et la curiosité. On ne peut prendre soin que de quelque chose qu'on apprécie, on n'apprécie que ce qu'on connaît, et donc apprenons, soyons curieux de l'autre, curieux qu'il soit curieux du vivant, qu'il soit animal, végétal, humain. Je pense que d'ailleurs, c'est le grand drame de cette société, c'est que la peur nous fait... la peur, c'est l'ignorance, c'est la non-connaissance de l'autre, tant humain, donc toutes ces guerres, mais aussi, aujourd'hui, par exemple, on va interdire certaines plantes de peur de s'intoxiquer. Mais c'est parce qu'on ne les connaît pas. Je veux dire, on offre du muguet, c'est hyper toxique pourtant. Mais on va mettre une limitation pour des questions de lobby et autres sur certaines plantes, alors que je rappelle que la tomate, c'est un aliment hyper toxique. Les feuilles sont extrêmement toxiques et la tomate, si elle n'est pas mûre, elle peut l'être aussi. Mais quoi, un jour, alors on va arrêter de manger des tomates. Enfin, je veux dire, c'est fou. Donc il y a plein de choses qui peuvent nous inspirer dans la nature, mais apprenons à les connaître. Ouais. La curiosité, l'émerveillement, c'est pour moi mais c'est vrai que l'inconnu fait peur, c'est très juste. Mes 2 mots-clés pour vaincre la peur, pour retrouver une forme de joie, d'enthousiasme. Donc voilà, ce seraient les 2 mots. Merveilleux, ça me va comme mot de fin. Je suis... l'émerveillement et la curiosité qui nous maintient en joie et en mouvement. Oui, parce que n'oublions pas qu'effectivement il y a les cycles, et dans les cycles, comme je disais, les plantes qui préparent, mais aussi nos vies, et nos cycles de vie, voilà, sont intimement liés à ça aussi. Comment on se prépare pour demain et pour l'après. Et oui, parce qu'on n'est pas éternel. Non, ça c'est sûr. Merci Bénédicte, je suis hyper contente de cette conversation. En tout cas, moi, ça m'a boostée, ça me donne envie d'aller mettre quelques petites choses dans mon jardin. Des petites graines dans mon jardin. Allons semer pour mieux s'aimer. Oui, voilà. Et puis, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, mais moi, je suis... non, voilà. Justement... Je mettrai le lien de ton centre à Jodogne, centre de thérapie, où justement il y a des formations, des stages pour tout enfant, adulte. Côté jardin, on a les formations, parce que c'est Terre Happy, mais c'est aussi thérapie. Et côté cours, j'ai mes thérapies. Voilà, donc magnifique. Côté cours ou côté jardin, bienvenue. Eh ben super, donc je mettrai le lien et puis je vous invite aussi à découvrir son livre. Et puis voilà. Merci. À bientôt. À bientôt. Merci pour votre écoute et à la prochaine.